L'Égypte conserve encore toujours sa première place sur la liste des rapports élaborés par les institutions financières mondiales. Ce rang qu'elle a réussi à garder depuis plus d'un an revient, d'après toujours ces rapports, à l'importante taille de son PIB, le produit intérieur brut, à la nette baisse de son inflation, à la hausse remarquable de ses réserves en devises et au bond réalisé au niveau de sa croissance. Ce n'était donc pas étrange de voir le Fonds monétaire international jugeait que l'Égypte commençait à récolter les fruits de son ambitieux programme de réforme économique qui était difficile et rigoureux, mais que le peuple a réussi à supporter. Commençant par la libéralisation du taux de change de la livre égyptienne, en passant par l'adoption d'une nouvelle taxe sur la valeur ajoutée et une nouvelle réduction dans les subventions allouées à l'énergie. L'économie égyptienne a donné la preuve de son dynamisme, notamment au cours de l'année écoulée, présageant des créations de nouveaux emplois et d'une amélioration tant des services assurés aux citoyens que du niveau de vie. L'Égypte a également réussi à promouvoir un système commercial multilatéral, diversifier ses partenaires, hausser la coopération avec maintes pays à un partenariat stratégique, tout comme elle a réussi à ouvrir de nouveaux horizons de coopération et d'échange d'expertise, de sorte à transférer les technologies indispensables susceptibles de renforcer sa croissance inclusive, sa transformation numérique et enfin sa stabilité financière. À plus long terme, l'élan que l'Égypte a réalisé dans son économie est fortifié par la confiance que lui confèrent les grandes institutions mondiales. La confiance étant en fait un élément essentiel dans une économie. L'Égypte vise un taux de croissance s'élevant à 6,4% dans le cadre du nouveau budget de l'exercice 2020-2021. Le programme de réforme économique a été mis à jour pour correspondre aux objectifs stratégiques de développement durable selon la vision 2030 de l'Égypte. Celle-ci repose sur la création de nouveaux emplois dignes et productifs qui contribuent à la réduction du taux de chômage, à l'augmentation du PIB, l'intégration de l'économie égyptienne dans l'économie mondiale et à la stabilité de la politique fiscale. Des indices positifs ont été réalisés dans l'exercice 2020-2021, soit en réalisant un taux de croissance de 6,4% et un taux de déficit total de 6,2%, chose qui contribuerait à la hausse de la compétitivité de l'économie égyptienne. Et c'était, chers téléspectateurs, un compte-rendu l'économie nationale entre défis et opportunités. L'Égypte demeure une destination privilégiée pour les investissements et c'était notre collègue Salih Hamed. En fait, le monde entier, chers téléspectateurs, a le regard tourné vers l'Égypte avec ses 100 millions d'habitants, ses différentes classes sociales, ses atouts économiques et ressources naturelles. Un nombre de méga-projets ont vu le jour récemment. D'autres sont toujours en voie de construction. Les rumeurs ne cessent pas d'essayer de perturber le chemin du succès égyptien. Pour parler justement de cela, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Falida Choubachi, écrivaine et journaliste. Bonjour et bienvenue, premièrement. Bonjour, merci. Merci à vous. Alors, si on parle de ces rumeurs qui ne cessent tout le temps de marteler, je dirais, la voie du succès égyptien qui commence à faire voir ses fruits quand même. Comment voyez-vous cela? Moi, je vois cela comme c'est une suite attendue des ennemis de l'Égypte et des ennemis des Égyptiens Oui. qui n'arrêtent pas de répandre des rumeurs mensongères vraiment inconcevables et inimaginables qu'on Oui. puisse les croire, mais que la vérité et la réalité sur le terrain, c'est le plus grand démenti. Oui. C'est le démenti à ne pas, il n'y a pas de Le plus clair, je dirais. on peut pas nier. Oui. On peut pas nier, par exemple, l'état de l'économie. On peut pas nier les immeubles qui s'élèvent maintenant d'une façon. Les nouvelles villes, on parle de 14 nouvelles villes, on parle 14 nouvelles villes, et en plus, c'est pas de n'importe quelle ville. Oui. C'est pas ce qu'on a vu, ce Non, qu'on du voit tout. maintenant, ce qu'on a vu les dernières années, qui sont vraiment une honte pour l'Égypte.
Moi, j'étais hier avec des gens et je leur ai dit, je suppose que les étrangers qui viennent pour voir les pyramides et qui font la route par le Daïri ou bien par le Mounib et qui voient les constructions odieuses qui ont poussé là, ils vont se demander, est-ce que c'est vrai que ces gens-là qui font ces horreurs-là sont les petits-fils de ces gens qui ont construit les pyramides? C'est inconcevable. C'est inconcevable, vraiment. Ce qu'on a fait de l'Égypte est trop. Et moi, j'ai toujours dit, et je maintiens, parce que j'ai dit ça à la première heure de la nomination de Sisi comme président, j'ai dit que ce monsieur-là, il a hérité d'une maison en ruine, avec les dalles cassées, le plafond tombant, les murs presque ébranlés. C'était vraiment un drame. On ne peut pas le lendemain lui dire « Où est le palais ?» Non, le palais, nous devons tous le construire avec lui. Et il a prouvé qu'il avait raison et que nous avions raison quand nous sommes sortis entre 35 et 40 millions en juin 2013 pour lui dire « On veut que tu viennes toi-même diriger le pays. Et là, même malgré les campagnes de diffamation odieuses et viles, vraiment, vraiment, c'est dégoûtant. Moi, je viens de lire maintenant quelque chose ce matin qui m'a vraiment dégoûté. Mais c'est pas comme avant, c'est pas à grande échelle comme avant. C'est quelques organes qui maintiennent leur animosité envers l'Égypte. Mais ça ne va pas marcher, comme on dit, parce que la réalité, elle est démentie. Le programme de réforme économique a été mis à jour pour correspondre aux objectifs stratégiques de développement durable selon la vision 2030 de l'Égypte. Comment vous percevez... le problème de quoi, vous m'avez dit le programme de réforme économique. Programme de réforme économique de 2030. Oui. Comment vous percevez ce programme jusqu'à maintenant? Moi, je trouve que chaque fois qu'il y a eu un programme, c'est bien étudié, c'est bien fondé, c'est conforme à la réalité. C'est pas une imagination ou comme ça, une inspiration passagère. Non. C'est une étude. C'est vraiment une étude. C'est pour ça que j'ai confiance en cette direction du pays. Et je crois que c'est pour ça que, malgré toutes les rumeurs et malgré tous les mensonges, le président garde presque intacte sa popularité et tout ça. Moi, je vois que l'Égypte, point de vue économique, est dans la bonne voie, et dans la voie juste et réelle. Parce qu'il n'y a pas un seul côté. On n'a qu'à voir la carte maintenant, vous allez voir, il y a des installations électriques, il y a des installations pétrochimiques, il y a plein chimiques, le gaz et le pétrole. Il y a aussi les petites industries, mais délicates, qui sont en train aussi d'être développées. Il y a l'exploitation des ressources minières en Égypte, dans le Sahara occidental, parce qu'il avait dit, le docteur Rochdi Saïd, l'avenir de l'Égypte est dans son désert occidental. C'est ça. Il y a des études. C'est pas à la légère. Non. C'est pas des trucs à la légère comme ça. Ils sont sans études. Non. Il y a, par exemple, sur les côtes égyptiennes, il y a des nouvelles villes maintenant, qui ont un rapport avec le tourisme et aussi les petites industries s'attachant au tourisme et aux touristes. Il y a beaucoup de choses qui sont, pour la première fois, à mon avis, depuis très longtemps, depuis les années 70, qui sont maintenant fondées sur des vraies études et de bonnes études, et des études impartiales et qui ne voient que le bien de l'Égypte, c'est tout.
Le président, hier, était revenu d'une visite de 2 jours aux Émirats arabes unis. On parle d'une visite qui marque, je dirais, la profondeur des relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis et une fraternité qui ne cesse de s'accroître et de devenir plus étroite, je dirais, entre les deux pays. Oui. Comment voyez-vous cela et son effet sur les défis qu'affronte l'Égypte? Moi, je vois que l'Égypte est en train de reprendre son rôle et sa place dans le monde arabe. J'ai entendu hier un émir, ou un cheikh, je ne sais plus, des Émirats, Oui, qui a parlé de l'Égypte, comment dire, avec beaucoup de sincérité et d'estime et de reconnaissance. Il a dit que c'est grâce à l'Égypte que nous sommes tous là. Et c'est l'Égypte, la colonne vertébrale de la nation arabe. Et ça, c'est vrai. oui. Et moi, je vous dirais aussi que, comme je suis un peu plus vieille que vous, peut-être 2 ans ou quelque chose comme ça, Moi. Moi. voilà. Alors là, comme j'ai vécu, moi, des périodes d'ébranlement et des périodes vraiment très difficiles pour le monde arabe, et la position de l'Égypte et l'aide de l'Égypte aux pays arabes Oui, pour c'est obtenir leur indépendance et se débarrasser des colonisateurs, Oui. et en même temps, c'est ce qui s'est passé ou presque en Afrique. Alors maintenant, on récolte ce qu'on a semé avant ça. Parce que quand on s'est lavé les mains et on s'est dit, moi, je n'ai rien à voir avec ni le monde arabe, ni l'Afrique, ni rien, comme on a vu dans le Oui. temps. C'est nous qui perdons. Parce que Oui. nous, on est prédestinés. Enraciné, je dirais, Voilà, dans, on dans est prédestiné à jouer un rôle moteur Ouais. dans cette région et dans le continent africain. Et je crois que le président Assisi était conscient. Il est conscient et il travaille à partir de cette conception-là des choses. Et moi, je crois que grâce à l'attitude maintenant de ce président-là, les choses commencent à se corriger, quoi. Par exemple, en Syrie, on voit que ça recommence, c'est la Syrie qui revient. En Libye, c'est la Libye qui va revenir. C'est-à-dire l'impact de l'Égypte et la tendance de son président sont très très efficaces et très importants pour tout ce qui nous entoure, et le monde arabe et les pays africains. Et je dirais même un peu le tiers-monde, comme c'était dans le temps. Si on parle de l'Afrique, l'Égypte et son président sont à la tête de l'Union africaine, on voit un rapprochement, je dirais, efficace entre l'Union africaine et les pays de l'Union européenne, Oui. aussi avec la Chine et toute la technologie et le commerce de la Chine. Tout ça, on a pu le réaliser avec l'Égypte et le président Abdel Fattah el-Sisi. Bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes restés des décennies ligotés comme ça, avec les préjugés américains, comme quoi on ne pouvait pas demander la fourniture d'armement, sauf ou des États-Unis ou qu'elles le permettent. C'était une position vraiment, je dirais, honteuse, un peu pour nous. Pour l'Égypte, parce que c'est l'Égypte quand même. C'est l'Égypte qui est le premier pays du monde. Et alors là, moi je pense qu'à Sisi, il a ouvert les fenêtres. Il a ouvert les fenêtres pour que la lumière rentre, parce qu'elles étaient fermées, les fenêtres. Il a coupé les chaînes. Voilà, il a tout fait pour libérer l'Égypte. Pour redresser l'Égypte, je dirais même. Comment? Pour redresser l'Égypte. Redresser, justement. Et libérer aussi, parce que c'est vrai, on était liés. On ne pouvait pas se gratter la tête sans la permission de monsieur tel ou tel aux États-Unis. C'est pas possible, ça. Ça ne convient pas à l'Égypte. Ça ne peut pas être une conduite égyptienne. Ça ne peut pas.
malgré tout ce qu'on peut penser. Alors là, maintenant, il a commencé à ouvrir les portes, comme je dis, à ouvrir les fenêtres, à aérer l'atmosphère égyptienne avec des relations qui sont aussi historiques, mais qui ont été un peu gelées pendant Depuis le temps de Nasser. Voilà. Par exemple, vous savez que nous, en Égypte, nous avons commencé notre élan avec la Chine et la Corée du Sud, et je crois l'Inde aussi. Et regardez qu'est-ce qu'on a fait de nous. On nous a pétrifiés. On nous a retiré entravé, je dirais. Oui. Non, vraiment, maintenant, moi, je pense que on a le droit d'être optimiste et on a le droit d'espérer un avenir meilleur pour l'Égypte et pour les Égyptiens surtout et pour la région même. Parce que regardez par exemple maintenant pourquoi notre président est reçu par le président chinois avec honneur, par le président français, par le président du Conseil britannique. Là où il va, il est très bien reçu parce qu'ils savent, eux savent que ce monsieur-là est conscient de la position de son pays. Et il mise sur ça. Il mise sur une coopération honnête, scientifique, réaliste, et aussi pour le bien des deux. Il faut remarquer et dire à tous nos téléspectateurs que le président Assisi n'a jamais accepté de participer à une guerre contre n'importe quel arabe. Il a toujours accepté d'aider, de faire, d'ouvrir des horizons nouveaux. C'est ça. Est-ce que vous avez peur des rumeurs qui sortent de temps à autre? Je veux dire, est-ce que vous sentez un peu, vous avez peur pour les Égyptiens? Non, je n'ai pas peur pour les Égyptiens. Vous savez, quand il y a le petit acteur fainéant là, et menteur, et tout ce que vous voulez, quand il a dit que ce soir, il y aura des manifestations partout. Moi, j'ai des amis en France, et ils m'ont téléphoné. Alors, dit Farida, c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a en Égypte? Je dis, il n'y a rien. Je suis chez moi, je suis très tranquille, je vois le pays, il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien? Je dis qu'ils disent ce qu'ils veulent. Et j'avais raison, en fin de compte, parce qu'ils ont reconnu que c'était vrai ce que je disais moi. Maintenant, par exemple, il y a une petite adolescente, mais vraiment, je n'ai jamais vu une fille aussi vulgaire et aussi basse, et qui a un vocabulaire vraiment néfaste, vraiment très dévergondé. Et elle a traité tous les hommes égyptiens de tout ce que vous voulez comme horreur. Et aussi, elle a dit que l'Égypte, il n'y a plus d'hommes en Égypte. Il n'y a plus de femmes, il n'y a qu'elle. Elle et le type, là, son ami. Et là, maintenant, je vois ce matin que la presse, certains organes de presse, parlent de la fille comme si, parce qu'elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée. Moi, si je l'avais vue, moi, je lui aurais cassé la gueule. Parce qu'elle parle, elle dit qu'il n'y a pas d'hommes en Égypte, que l'Égypte, elle ne vaut plus rien. Alors ça, elle n'a pas insulté Assisi, elle a insulté le pays. Elle a insulté tout le monde. Est-ce que eux sont conscients ou ils pensent que insulter Assisi, c'est insulter l'Égypte? J'espère qu'ils vont voir ça, parce qu'ils ont été furieux. Elle a insulté l'Égypte, elle a insulté Assisi à la fin. Mais on commence à parler des droits de l'homme, là. Voilà. Ça, les droits de l'homme, vous savez, moi j'ai toujours souffert de ce mensonge-là des droits de l'homme depuis quand je travaillais à Paris. C'est-à-dire quand Israël, par exemple, tuait des dizaines et parfois des centaines de Palestiniens ou de non-Palestiniens, des Arabes, personne ne parlait. Ça, c'est une autodéfense. Mais nous, c'est des quoi? Violation des sauvages. Violation des droits de l'homme. Justement. Alors, quand est-ce qu'on va cueillir en tant que citoyen les fruits de tous ces méga-projets? On est en train maintenant d'accueillir, parce que maintenant, quand vous allez faire
par exemple, vous partez d'une ville à l'autre, au moins vous avez... Les autoroutes sont tellement meilleures, je dirais. Il n'y a pas à comparer. Ouais. Il n'y a pas à comparer entre les routes que faisaient les grands favoris du régime et qui, le lendemain, étaient cassées. C'est incroyable. Et des millions et des milliards et des millions et des milliards, on n'a rien eu. Au contraire, maintenant, toutes les routes qui ont été faites du temps de cette direction-là, il n'y a pas à comparer. Ça, c'est un. Deux, il y a aussi, comme on a dit au début, il y a des études pour tout. Par exemple, moi j'ai lu que l'Égypte est préparée à fournir de l'électricité au monde entier par l'énergie solaire. l'énergie solaire. Ouais. C'est incroyable. Ça, pourquoi personne n'a pensé à ça? Il y a beaucoup de perspectives. Il y a, par exemple, il y a les 1,5 million fécaux qui sont maintenant cultivés. Oui, dans le désert occidental. À Farafra, je crois. Oui. Oui. Et il y a beaucoup de choses. Il y a comment dire, la transformation de la vie de tous les habitants des bidonvilles, qui sont vraiment des conditions odieuses et vraiment humiliantes. Et il faut dire que tous ces méga-projets, ils absorbent une main-d'œuvre, beaucoup, un grand nombre de main-d'œuvre. Des main-d'œuvre, et il y a aussi la perspective d'une nouvelle ère pour l'Égypte. Et ça, je suis sûr. Madame Farida Choubachi, malheureusement, notre temps arrive à bout. Ce fut un vrai plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et je suis très optimiste pour l'avenir. Espérons. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier. Je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Semeh, merci mesdames et messieurs, et à la prochaine.